Bonjour, traduction sans filet numéro 107. Et j'ai commencé à lire enfin hier un livre qui m'a été conseillé par une amie, spécialiste de littérature sud-africaine, brillante, universitaire, Mathilde Roger, à qui je vais donc dédier cette vidéo. The City de Lauren Boix. C'est donc un livre que j'avais feuilleté chez elle il y a bientôt 3 ans, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas et si je ne confonds pas les années. Et en fait, ça fait partie de ces livres dont je m'étais dit que, etc., etc. Je l'ai acheté en fait à Bristol l'été dernier, et puis il était sur ma pile de livres à lire, où je l'avais plus ou moins oublié, ce qui est vraiment très mal. Et j'ai commencé à le lire hier soir, et en fait, la raison pour laquelle je lui consacre, sans l'avoir lu, une première peut-être vidéo de traduction improvisée, c'est parce que le début est un cas particulièrement frappant de concentration, en fait, de difficulté de traduction liée à une question dont je parlais dans ma précédente vidéo, dimanche dernier, la numéro 106, la question du chassé-croisé. Alors, je ne réexplique pas ce qu'est un chassé-croisé, mais dimanche dernier, j'avais traduit une phrase de Jules Huret, c'était d'ailleurs la dernière phrase, je crois, de la vidéo, dans laquelle la petite fille sort en sautillant. Et j'avais dit que là, on était certainement en mesure de mettre en œuvre un chassé-croisé, c'est-à-dire de traduire en fait l'adjectif, je ne sais plus si c'était l'adjectif sautillante ou si c'était un gérondif en sautillant, mais de le traduire en fait par le verbe vraiment principal de la phrase, et de traduire le verbe principal français, sortir par en fait en l'occurrence ici une préposition utilisée comme particule. Et on pouvait par exemple envisager de le traduire par The little girl sauntered out of the room, ou quelque chose comme ça. Bien. Donc voilà, ça c'est écouté pour le chassé-croisé. Alors il se trouve qu'en plus, en ce moment, je suis en train de travailler sur ça, sur cette question du chassé-croisé avec des étudiants. Et alors les 2 premiers paragraphes de The City, bref paragraphes, sont remplis en fait de difficultés de traduction, qui ne sont pas uniquement liées d'ailleurs au chassé-croisé, mais qui incluent cette problématique. Donc je vais lire ces 2 premiers paragraphes, c'est très bien écrit, ça donne vraiment envie de lire la suite, et la suite de cette suite, enfin, la suite de ce début donne encore plus envie de lire la suite. Bien, je vous en donnerai les nouvelles. Morning light, the sulfur color of the mine dumps, seeps across Johannesburg's skyline and sears through my window, my own personal bat signal, or a reminder that I really need to get curtains. Shielding my eyes, morning is broken and there's no picking up the pieces. I yank back the sheet and peel out of bed. Benoit doesn't so much as stir, with only his calloused feet sticking out from under the duvet like knots of driftwood. Feet like that, they tell a story. They say he walked all the way from Kinshasa with his mongoose strapped to his chest. Alors, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que The City de Lauren Boix a été traduit en français aux Presses de la Cité, je crois. Je crois qu'en fait c'est même une réédition aux Presses de la Cité. C'est un roman de 2010. Lauren Boix, c'est une écrivaine sud-africaine qui a la petite quarantaine, je crois. Elle a écrit plusieurs livres, elle est classée généralement dans la science-fiction, elle appartient à un courant très intéressant, enfin auquel en tout cas je suis en train de vraiment m'intéresser de plus près, qui s'appelle l'afrofuturisme, et dont une représentante éminente, et dont j'aime énormément le roman Lagoon, et Nnedi Okorafor. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans ces vidéos de traduction. On recherchera ça. Et donc voilà, donc ça existe, la traduction française existe. Alors, évidemment, je ne lis pas la traduction française, mais cela dit, je vais quand même essayer de me la procurer parce que je pense que à un moment donné, je vais peut-être même faire travailler les étudiants sur ce début, parce que ça m'intéresse de voir comment un traducteur professionnel qui n'improvise pas, lui, qui rend sa copie, son travail après maintes réflexions, on pourra en revenir dessus, comment il s'est sorti, comment il ou elle se sort de ce début. Alors il y a des difficultés dans ce texte qui sont des difficultés autres que celles du chassé-croisé. Par exemple, je dois avouer que d'habitude je ne fais pas de recherche, là j'ai quand même cherché bat signal parce que je ne voyais pas du tout ce que c'était, hein, my own personal bat signal, littéralement mon petit signal de chauve-souris à moi, ou mon
propre petit signal de chauve-souris. Et signal de chauve-souris, ça ne me disait rien du tout. Je m'étais demandé si c'était lié à l'écolocalisation, hein, au sonar des chauves-souris. En fait, pas nécessairement, ou en l'occurrence, il y a une référence qui forcément m'échappait à Batman, en fait, parce que je ne connais absolument pas l'univers des comics. Et c'est une de mes nombreuses failles de culture, culturelle. Et donc, my own personal bat signal, apparemment, c'est une allusion, effectivement, à un signal qu'envoie ou que reçoit, je ne suis pas bien sûr d'avoir compris, je n'ai pas cherché en détail très longtemps, Batman. Donc, my own personal bat signal, en fait, que c'était mon hypothèse, ce qui n'était pas le cas, l'éco-localisation, que ce soit ça, de toute façon, on ne va pas pouvoir le traduire par mon petit signal de Batman à moi toute seule, hein, ça c'est juste pas possible. Parmi les autres difficultés, il y a les knots of driftwood, les pieds de l'amant, du personnage qui s'appelle Benoît, les pieds de Benoît qui dépassent du duvet et qui sont comparés aux nœuds que forme le bois que l'on retrouve sur les plages, hein, le bois de flottaison, le bois rejeté, le bois mort. On peut difficilement dire que les pieds ressemblent à des nœuds de bois mort. Ça, c'est juste pas possible. Autre difficulté sans rapport avec le chassé-croisé, avant que je m'attaque réellement et pour de bon à cette question de la traduction des verbes par des chassés-croisés, le morning is broken, l'incise qui ouvre, qui se trouve dans la première phrase du deuxième paragraphe, morning is broken and there's no picking up the pieces, littéralement en anglais, l'image c'est le matin c'est brisé, et ce n'est pas la peine, there's no picking up, là je ne calque pas tout à fait, mais ce n'est pas la peine ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens de chercher à ramasser les morceaux. C'est évidemment une extension de la métaphore, une resémantisation d'un sens figuré figé, puisque morning has broken, c'est tout simplement la métaphore la plus banale, c'est une catachèse pour signaler l'aube. En anglais, on dit daybreak, c'est-à-dire littéralement la brisure du jour, et donc on dit morning breaks pour dire simplement le jour apparaît. Donc évidemment, cette métaphore, cette image figée, ce sens figuré n'existe pas en français. Donc là, voilà, encore une difficulté. Voilà, c'est ce qu'on apprend aussi aux étudiants, aux gens qui apprennent à traduire. On leur apprend à repérer ça tout de suite et à se dire, avant même de commencer à traduire, oh, morning has broken, there's no picking up the pieces. Comment vais-je me sortir de ce jeu de mots, finalement, de ce jeu sur la langue, à partir d'un sens figé, d'un sens figuré. Donc j'ai pas de réponse, j'ai juste pu m'apercevoir que là, il y avait une difficulté. On attaque. Morning light, the sulfur color of the mine dumps, seeps across Johannesburg's skyline and sears through my window. Tiens, dans la série des difficultés de vocabulaire, pour lesquelles on n'a pas l'équivalent strict, skyline, un mot aussi banal que skyline, littéralement la ligne d'horizon que l'on voit, la ligne d'horizon d'une ville, hein, littéralement, ou d'une cité, à tel point que souvent maintenant on dit le skyline, hein, en mauvais français ou en franglais, mais il n'y a pas de mot véritablement pour dire la ligne d'horizon de Johannesburg. Donc, je ne sais pas, la vue sur Johannesburg, je ne sais pas très bien comment on peut comment le traduire ici, puisque c'est la lumière du matin qui traverse la ligne d'horizon de la ville. Donc là, évidemment, on s'en aperçoit avec ma glose, on ne peut évidemment pas traduire cela de cette manière. La lumière de l'aube, qui a la couleur soufrée, the sulfur color. Alors, morning light, the sulfur color of the mine dumps, tout ça c'est le sujet, il n'y a aucune ponctuation, c'est une possibilité en anglais bien sûr de dire ça, donc littéralement c'est la lumière du matin qui est de la couleur de la couleur de. Donc évidemment on ne peut pas garder cette structure, on va ajouter évidemment une proposition relative et des virgules. La lumière de l'aube qui a la couleur soufrée des terris, mine dumps, ce sont les terrils ou les terris, mais je crois qu'on prononce on ne prononce pas le L, il me semble, à vérifier, qui a la couleur soufrée des terris, seeps across Johannesburg's skyline. Alors là, le premier chassé-croisé à mettre en place, c'est ce seeps across. Across, la préposition, on va la traduire par un verbe, traverse Johannesburg's skyline. Bon, je pense que je vais en fait effacer dans le ciel, hein, au-dessus de Johannesburg, traverse le ciel de Johannesburg.
Seeps, et là le verbe qui marque la manière dont la lumière traverse, ça on va le traduire par autre chose qu'un verbe. Et c'est ça le chassé-croisé. Donc traverse le ciel de Johannesburg, seeps, goutte à goutte. Si on traduit l'image pleinement, ça donnera ça. Traverse goutte à goutte. Alors je ne sais pas si c'est souhaitable de la conserver ou s'il n'y a pas encore une amélioration à apporter. And sears through my window, autre chassé-croisé ici, hein, sear through, alors sear, c'est le fait de percer brusquement, de percer violemment, et donc soit traverse, là encore, la vitre de mon appartement, pas forcément ma fenêtre, traverse ma fenêtre, non, traverse la fenêtre de mon appartement, ou traverse la vitre de ma chambre, et je propose cet étoffement ici, traverse la vitre de ma chambre, sears, violemment. Et je pense que je vais en fait traduire sears through par un seul verbe, perce. Transperce la vitre de ma chambre. My own personal bat signal, c'est mon signal de réveil, c'est mon appel personnel à me réveiller, peut-être quelque chose comme ça. C'est mon appel personnel à me réveiller. Et dans cette première traduction, approximative, on perd totalement la référence à Batman, ou à la chauve-souris en général d'ailleurs. Or a reminder that I really need to get curtains. À moins que ce ne soit un pense-bête pour me rappeler que je dois acheter des rideaux, ou que je dois faire installer des rideaux. Shielding my eyes, alors tout en me protégeant les yeux, mais je veux dire, je me protège les yeux. Morning is broken and there's no picking up the pieces. Alors le matin est là. Alors là, je ne sais pas du tout comment le traduire. Hein. Je vais garder pour l'instant l'image et le jeu de mots en anglais. Le matin a volé en éclats. La nuit a volé. Ah, peut-être la nuit a volé en éclats. Peut-être qu'en français, du coup, on ferait une métonymie ici. On irait chercher plutôt le point d'origine. C'est-à-dire qu'on traduirait le matin, morning is broken, en faisant référence à la nuit, peut-être. Je me protège les yeux car la nuit a volé en éclats et il est inutile de chercher à ramasser les morceaux. I yank back the sheet, et là encore yank back the sheet. En français on va dire je repousse le drap. Back en fait c'est back, c'est l'adverbe ici qui va être utilisé qui va être traduit par un verbe en fait en français. I yank back the sheet, je repousse le drap, yank, violemment. Et donc le verbe est traduit par un adverbe. Nouveau chassé-croisé. And peel out of bed, là encore je pense qu'il est souhaitable d'utiliser un chassé-croisé. Et je m'extirpe du lit, out of bed, donc c'est la préposition out of que je traduis par un verbe. Et je m'extirpe du lit. Peel, alors littéralement l'image c'est qu'elle sort du lit comme on enlève une peau, comme on se pèlerait soi-même, voilà, donc c'est l'image, je suppose, aussi de se désentortiller d'un duvet ou de quelque chose comme ça. Hein. Bon. Et je m'extirpe du lit. Alors, si on veut vraiment traduire l'image qui est conservée, qui est dans peel, ou pour garder le sens de peel, il faudra certainement trouver quelque chose. Pour l'instant, je proposerai ce que l'on appelle un chassé-croisé implicite, à savoir que je vais traduire out of, mais je traduis pas peel. Et je m'extirpe du lit. Donc je repousse violemment le drap et je m'extirpe du lit. Benoît doesn't so much as stir. Benoît ne fait même pas mine de bouger. Il ne bouge même pas, il ne bouge pas du tout. With only his calloused feet sticking out from under the duvet. Et seuls ses pieds, alors là, le with, là c'est autre... Vraiment, sur ces deux paragraphes, je me rends compte que j'ai déjà passé un quart d'heure, mais on pourrait passer des heures à gloser, à donner des conseils de traduction à partir de ces deux paragraphes. With only his calloused feet, et donc le with, comme j'ai déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de le faire remarquer, de le noter quand on traduit de l'anglais vers le français, ce with ne doit pas être conservé littéralement comme un avec, puisqu'en anglais on utilise souvent with avec des participes présents, avec des tournures verbales extrêmement longues, et dans un sens qui n'a plus rien à voir avec le sens d'accompagnement. Et donc en fait, avec en français a un sens beaucoup plus, un usage beaucoup plus restreint. With only his calloused feet, et seuls ses pieds calleux dépassent du duvet
comme deux morceaux de bois mort, peut-être, like knots of driftwood, et j'atténue, même j'efface l'image des nœuds, du bois qui forme des nœuds, mais je garde quand même le bois de flottaison, le bois mort, comme deux morceaux de bois mort. Feet like that, they tell a story. Des pieds comme cela racontent une histoire. They say he walked all the way from Kinshasa. On raconte, là, they say, je vais le traduire par on raconte qu'il est venu de Kinshasa à pied. Et là, he walked all the way from, chassé-croisé à nouveau, et je n'en étais pas rendu compte en jetant un œil à ce texte avant d'enregistrer la vidéo. They say, on raconte that he walked all the way from Kinshasa, qu'il est venu de Kinshasa, from, c'est la préposition from que je traduis par un verbe, walking, donc he walked all the way, à pied, qu'il est venu de Kinshasa à pied, qu'il a fait toute la route depuis Kinshasa à pied, with his mongoose strapped to his chest, avec sa mangouste accrochée à la poitrine. Et je ne précise pas, enfin mongoose ici est avec un M majuscule, et en fait toute la question des animaux est au centre, Zoo City, comme on peut le deviner avec le titre, toute la question des animaux, mais qui sont des animaux fabuleux, en plus, qui sont des animaux science-fictionnels, est au centre du roman. Voilà pour cette vidéo beaucoup trop longue, mais dans laquelle j'ai essayé d'approfondir et d'expliciter assez clairement toutes ces questions complexes de structures anglaises qui n'ont pas d'équivalent en français, et notamment un certain nombre d'entre elles qui appellent le chassé-croisé, le procédé de traduction que l'on appelle le chassé-croisé, et je rappelle, seep across, sear through, yank back, peel out of, sticking out from, là c'était un petit peu différent, et également le walking all the way from, que là encore j'ai proposé de traduire par un chassé-croisé. Donc c'était la vidéo numéro 107, elle est très longue, beaucoup trop longue, peut-être qu'elle n'aurait d'intérêt en fait qu'à titre de complément de mon cours de 3e année pour les étudiants, mais voilà, qui ne trouveront certainement pas cette vidéo. Voilà, c'était affaire à suivre.